Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois pour le 65e épisode de votre podcast Impôts et justice sociale, nous revenons sur le rapport intitulé « Comment le blanchiment vert dissimule l'ampleur totale du financement des combustibles fossiles ». Ce rapport est l'œuvre de l'ensemble des équipes de Tax Justice Network, mais surtout de nos deux expertes, Alison Schutz de l'équipe de recherche et Francisca Major de l'équipe de recherche, mais aussi celle du plaidoyer. Nous partageons avec vous un ensemble de réflexions qu'elles ont faites à l'occasion du lancement officiel de ce rapport. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur la page des podcasts de Tax Justice Network, podcasts avec s.taxjustice.net, et vous recherchez l'onglet en français. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts-et-justice-sociale.com. Et pour ceux qui aiment des applications de podcast, nous sommes présents sur plus d'une dizaine d'applications, notamment Stitcher, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pour celles qui sont les plus connues. Pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter ou encore X, pour ceux qui aiment la modernité, hashtag Impôts Social, et notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse idriss@taxjustice.net. Je rappelle que pour cet épisode, comme pour des épisodes les plus récents, nous avons eu recours à l'intelligence artificielle pour assurer le doublage des réponses de nos collègues experts. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Depuis le début de l'année, le monde a fait face à une série de catastrophes, des tempêtes violentes qui ont entraîné des pertes économiques aussi bien aux États-Unis, en Europe, notamment récemment avec des inondations meurtrières et jamais vues en Espagne, plus de 200 morts, et en Afrique, des barrages qui ont cédé sous l'effet des pluies diluviennes ont obligé des dizaines de milliers de personnes à quitter non seulement leur refuge, mais aussi leurs champs où ils produisaient de la nourriture. Le résultat, c'est que les effets se font ressentir notamment avec une grande dureté sur des pays pauvres, les pays qui n'ont pas assez d'argent comme ceux d'Afrique subsaharienne, où on alerte déjà sur les risques de malnutrition ou encore sur des risques d'augmentation des maladies qui sont liées à l'eau. Et si je vous disais que ce chaos climatique continue d'être entretenu par des institutions financières mondiales qui ont recours à des juridictions opaques et des techniques opaques afin de pouvoir continuer de financer les énergies fossiles, alors qu'en même temps, ces banques ou alors ces institutions financières publient des rapports sur les normes de respect environnemental et social. C'est un peu ce à quoi s'est attelé un rapport rédigé par Alison Schutz et Francisca Major avec le soutien de l'ensemble des équipes de Tax Justice Network, mais aussi d'autres organisations comme Banking the Cow ou encore Reclaim Finance,
ou Ungelwelt qui ont fourni des données ayant permis de montrer la connexion qu'il y a entre l'opacité et non plus seulement l'évasion fiscale ou encore la criminalité, mais aussi les risques associés au climat. L'occasion pour nous de vous partager quelques impressions de nos deux auteurs qui ont été faites à l'occasion d'un webinaire. Nous nous rappelons déjà que nous avons posé la question à Francisca Major. D'où est venue l'idée de réaliser un tel rapport? Connecter l'opacité financière avec le financement d'une énergie qui finalement fait des victimes en termes de centaines de morts et de milliards de dollars. Nous écoutons Francisca Major sur le sens et l'idée même qui a germé et a permis de réaliser ce travail. Nous savons que le système financier mondial n'est toujours pas en phase avec l'accord de Paris. Beaucoup de travail a été accompli dans ce domaine pour le démontrer et le combattre. Et c'est vraiment important, car le système financier dans son ensemble peut continuer et continue d'ancrer ses voies de développement à haute teneur en carbone. Je pense qu'il est nécessaire de parler du montant du financement climatique requis, mais au-delà d'attirer un nouveau financement climatique, plus conséquent et de meilleure qualité, nous avons besoin de solutions pour réorienter, redistribuer et réguler les flux financiers existants. Cela concerne notamment les investissements dans les combustibles fossiles polluants et autres sources d'énergie déjà en place. Pour atteindre cet objectif, nous devons d'abord comprendre ces flux. L'un des problèmes est que notre compréhension du lien entre les paradis fiscaux, le secret financier et la justice climatique reste encore assez limitée. Cependant, grâce aux travaux existants, nous savons que nous ne partons pas de zéro. Un grand nombre de personnes et d'organisations remarquables travaillent déjà sur cette question. Nous savons que les paradis fiscaux ont des coûts environnementaux directs. Par exemple, une grande partie de la pêche illégale et de la déforestation est directement liée à des sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux. Nous savons également que les multinationales apprécient les paradis fiscaux. Nous le savons parce que nous travaillons sur ce sujet avec d'autres depuis de nombreuses années, et une grande partie de notre plaidoyer et de nos campagnes y est liée. Maintenant, en combinant ces éléments, nous en arrivons à une partie spécifique du problème. Nous voulons nous appuyer sur tout le travail de nos partenaires et des campagnes existantes visant à mettre fin au financement des combustibles fossiles pour examiner, de manière systématique, comment tout ce réseau offshore de secrets soutient les flux financiers entre les banques et les grandes entreprises de combustibles fossiles. Pour plus de clarté, je sais que tout cela peut sembler un peu technique, et c'est en partie le cas, mais je ne pense pas que cela doive être accablant, ou du moins j'espère que nous pourrons rester aussi accessibles que possible. Dans ce rapport, nous parlons beaucoup de juridictions secrètes, ce qui désigne un type particulier de paradis fiscal. Dans ce contexte, le secret financier désigne l'utilisation de mécanismes financiers complexes par des individus, mais aussi par des entreprises et des criminels, pour dissimuler leurs actifs dans le but d'éluder l'impôt, de se soustraire à l'état de droit ou simplement de maintenir une certaine opacité. Nous définissons différents niveaux de secret financier, mais vous pouvez en savoir plus en consultant notre site web et les ressources que nous développons. En règle générale, on associe le secret financier non seulement à l'évasion fiscale, mais aussi au trafic de drogue, à la traite des êtres humains et à toutes sortes de violations des droits de l'homme. Ce que nous essayons ici, de manière systématique, c'est d'ajouter à ce tableau une dimension de justice climatique en relation avec les combustibles fossiles. Sur ce, je vais passer la parole à Alison pour qu'elle vous présente un aperçu des résultats que nous avons identifiés. Nous comprenons donc que ce rapport examine le financement des combustibles fossiles qui est assuré par les 60 plus importantes banques multinationales. Et le rapport explore la manière dont les fonds sont stratégiquement, je dirais même de manière pernicieuse, acheminés à travers des juridictions secrètes, des juridictions avec des cadres financiers opaques. Et ces types de paradis fiscaux qui
jusque-là étaient spécialisés dans l'évasion fiscale, l'évitement fiscal des multinationales qui, comme vous le savez, font perdre déjà beaucoup d'argent aux pays africains en termes d'hémorragie de recettes d'impôts. Ces multinationales parviennent aussi à créer une obligation de dépenses pour les gouvernements africains en continuant de financer des énergies qui ont pour effet de continuer de réduire la couche d'ozone. Nous allons écouter avec Alison Schutz quels ont été de manière globale les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce rapport. Alison Schutz. Dans ce rapport, nous montrons comment la justice fiscale est liée à la justice climatique. En particulier, nous cherchons à comprendre dans quelle mesure le financement des combustibles fossiles est lié au secret financier. Nous avons examiné le financement des combustibles fossiles par les 60 plus grandes banques mondiales au cours des 8 dernières années, en utilisant les informations du rapport Banking on Climate KO Report 2024, et nous avons analysé la destination de ces financements. Nous avons donc observé où se situent les entreprises qui ont reçu des financements pour les combustibles fossiles. Si l'on considère uniquement la localisation des entreprises bénéficiaires, on constate que les 2/3 des financements pour les combustibles fossiles transitent par des juridictions secrètes. Cela signifie que la majorité des financements examinés dans le rapport Banking on Climate KO sont dirigés vers des pays aux réglementations très limitées ou laxistes en matière de transparence, permettant aux entreprises de dissimuler des informations importantes sur leur situation financière ou d'autres activités. Il est surprenant de constater que 2/3 du financement des combustibles fossiles passent par des juridictions secrètes. Si l'on pense aux juridictions secrètes les plus populaires, comme les Pays-Bas, la Suisse, les îles Caïmans ou Jersey, ce ne sont pas des lieux où l'on associerait naturellement l'activité des combustibles fossiles. La plupart de ces pays ne possèdent même pas de réserves de pétrole, et pourtant, le financement pour les combustibles fossiles transite par ces juridictions. Dans ce rapport, nous cherchons donc à comprendre pourquoi cela se produit. Pourquoi une part si importante du financement des combustibles fossiles passe-t-elle par des juridictions secrètes ? Comment les entreprises de combustibles fossiles exploitent-elles ces juridictions ? Et quel rôle jouent les banques dans ce processus ? Avec Alison, on comprend que c'est une habitude des entreprises multinationales spécialisées dans les énergies fossiles, il faut penser au pétrole et surtout au charbon, d'avoir recours à des juridictions opaques à partir desquelles elles transfèrent les fonds pour développer leurs activités. Ces entreprises ont souvent des structures de filiales très complexes réparties dans diverses juridictions secrètes, ce qui rend difficile, voire impossible, de pouvoir tracer tout cela, aussi bien pour les organisations de la société civile, mais aussi pour les organismes de régulation qui s'assurent que les normes en matière de respect des engagements de l'accord de Paris, qui est un accord très important en la matière, sont respectées. Avec Alison, nous allons voir un exemple de greenwashing. Expliquez-nous, Alison, comment est-ce que cela pourrait se passer? En général, si une multinationale veut obtenir un financement, elle s'adresse aux banques mondiales, qui ont des filiales réparties dans le monde entier, dans différents pays. Nous avons ici une multinationale qui a également des filiales réparties dans le monde entier, dans différents pays. La Deutsche Bank AG, dont le siège se trouve en Allemagne, pourrait accorder un financement à Shell plc, dont le siège est au Royaume-Uni. Cependant, le financement est toujours effectué d'une filiale spécifique à une autre filiale spécifique. Mais en général, la Deutsche Bank AG est basée en Allemagne. Par exemple, la Deutsche Bank Security Inc. située aux États-Unis
pourrait accorder un financement à une filiale spécifique de la multinationale des combustibles fossiles, dans cet exemple, Shell International Finance BV aux Pays-Bas. Ce qui est important pour le problème dont nous discutons, c'est que Shell International Finance BV, aux Pays-Bas, recevra le financement, mais cet argent peut être utilisé pour l'ensemble du groupe multinational de combustibles fossiles. Shell International Finance BV conservera donc les fonds, mais ceux-ci seront ensuite distribués à Shell là où le besoin s'en fait sentir. Sachant que Shell International Finance BV n'utilisera probablement pas les fonds parce qu'elle n'a pas d'activité pétrolière ou gazière elle-même, nous ne pouvons pas vraiment savoir laquelle des filiales utilise ces fonds, par exemple pour développer des activités pétrolières ou gazières ou pour réaliser d'autres investissements. J'ai donné l'exemple de Shell Filipina Corp aux Philippines. Il se peut qu'ils utilisent les fonds de la banque pour développer leurs activités dans le domaine du pétrole et du gaz ou pour réaliser d'autres investissements. Cependant, nous ne savons pas où l'argent finit par être utilisé. Ce que nous constatons souvent en enquêtant sur les différentes transactions qui font partie du rapport Banking on Climate KO, c'est que beaucoup de ces filiales, j'ai donné l'exemple de Shell International Finance BV aux Pays-Bas, sont situées dans des juridictions secrètes. Et pour vous donner un exemple de la façon dont cela fonctionne, nous avons enquêté en détail sur le cas de Glencore, l'une des plus importantes entreprises de charbon au monde. Je pense que vous connaissez tous cette entreprise. Si vous regardez la structure de Glencore, vous verrez qu'elle est complexe. Toutes les entreprises de combustibles fossiles, toutes les grandes entreprises de combustibles fossiles, ont plusieurs filiales, et cette image montre simplement les filiales qui ont également reçu un financement selon le rapport Banking on Climate KO. Au total, Glencore possède plusieurs centaines de filiales, que je ne montre pas ici et que nous ne connaissons pas toutes. Cependant, vous voyez ici toutes celles qui ont reçu un financement dans le rapport Banking on Climate KO. Par exemple, Glencore Funding LLC, situé aux États-Unis, a reçu un peu plus de 7 milliards de dollars américains au cours des 8 années couvertes par le rapport. Nous supposons ici que les filiales reçoivent l'argent et le transfèrent à leur société mère, puis que l'argent est distribué au sein du groupe d'entreprises à celui qui peut le mieux l'utiliser. Un point qui revient constamment, ce sont les juridictions opaques, les juridictions à l'égalité qui favorisent le secret. Alors, il est très intéressant de comprendre comment est-ce que les juridictions opaques influencent sur le financement des énergies fossiles qui, je le rappelle, sont aujourd'hui la cause de la dégradation climatique. Rappelez-vous que Tax Justice Network est la première en tant qu'organisation à avoir développé un indice d'opacité financière. L'occasion pour moi de vous rappeler que le travail de mise à jour de cet indice a déjà débuté et que l'année prochaine, en 2025, il y aura un indice mis à jour. Alison, comment est-ce que on connecte l'indice d'opacité financière et le financement des énergies fossiles et finalement le chaos climatique? C'est là qu'intervient l'expertise de Tax Justice Network. Nous appelons cela l'indice d'opacité financière. Il s'agit d'un indice dans lequel nous classons les différentes juridictions en fonction du niveau de secret qu'elles autorisent, par exemple si elles permettent aux entreprises de rester transparentes sur les activités qui s'y déroulent, sur leurs finances, sur leurs propriétaires, ou si elles autorisent les entreprises à commettre des abus fiscaux, comme déclarer des bénéfices ailleurs que là où ils sont réellement réalisés. Si l'on examine maintenant la structure de Glencore, on constate que le siège social de Glencore est déjà situé dans une juridiction à haut niveau de secret financier. Il est situé en Suisse. En particulier, il est enregistré à Bahreïn, qui, même en Suisse, est connu comme un paradis fiscal et comme une juridiction à très haut niveau de secret financier. Si nous regardons ensuite la société holding de Glencore, elle est située à Jersey, également un paradis fiscal très connu et une juridiction secrète, permettant la dissimulation
informations de toutes sortes de rapports que nous aurions si la société était enregistrée ailleurs. Par exemple, il est impossible de trouver des informations financières sur cette société, ce qui rend encore plus difficile la traçabilité des financements qu'elle reçoit et de leur destination finale. Si nous examinons deux des principales filiales financières de Glencore, l'une d'elles, Glencore Funding LLC, a été créée pour distribuer les fonds américains à Glencore. Elle est située aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais dans un paradis fiscal très connu, le Delaware, qui est un État américain lui aussi, connu pour ses lois sur le secret. De même, pour le financement européen, Glencore Finance Europe Limited est située à Jersey, là encore une juridiction très secrète. Je viens de donner cet exemple. Dans le rapport, nous donnons un autre exemple, celui d'Aramco, la grande compagnie pétrolière, où l'on voit vraiment qu'elle a mis en place une structure secrète. Cependant, nous montrons également qu'il s'agit d'un modèle plus général en enquêtant sur tous les financements, comme le montre le rapport Banking on Climate Chaos. C'est finalement très intéressant à apprendre parce qu'on se souvient qu'on avait l'impression jusque-là que les juridictions opaques étaient davantage au service de l'évasion fiscale des multinationales mais aussi des riches fortunés ou encore de l'évitement fiscal de ces deux catégories de personnes. Dans tous les cas, ces fuites d'impôts considérées désormais dans le cadre des Nations Unies comme étant des flux financiers illicites. On pensait aussi que ces juridictions opaques servaient notamment à cacher et à dissimuler le fruit des actes illicites comme la corruption, comme le trafic humain, comme le trafic des armes, des stupéfiants. On réalise aujourd'hui que ces juridictions opaques, nous devons les combattre, non pas seulement parce qu'elles nous font perdre de l'argent, mais parce qu'elles exposent le monde à la dérive. Et quand on se rappelle du drame qui est arrivé à Valence, on peut imaginer la portée des pertes que représente le recours à ces juridictions opaques pour financer les énergies fossiles. Alors, si le danger est si réel, si tout le monde fait semblant de ne plus financer des énergies fossiles ou alors de réduire le financement aux énergies fossiles, Alison, quels sont les avantages que les multinationales du secteur des énergies fossiles ont à avoir recours au financement opaque? Les juridictions opaques permettent tout d'abord aux entreprises de combustibles fossiles de dissimuler leurs bénéficiaires effectifs. Cela signifie qu'une filiale peut cacher qui est le véritable propriétaire, y compris quelle autre société possède en fait la filiale. Cela pourrait même signifier qu'une grande partie du financement provient de sources que nous ne voyons même pas. Si la filiale réussit à rester opaque quant à l'identité de la société mère, cette dernière demeure une entreprise de combustibles fossiles. En outre, ces juridictions permettent aux entreprises de combustibles fossiles de dissimuler des informations financières, ce qui rend très difficile pour les chercheurs, le public et les régulateurs de voir ce qui se passe réellement dans ces juridictions. Par exemple, quel est le montant du financement accordé à l'entreprise de combustibles fossiles? Enfin, les juridictions secrètes permettent également aux entreprises de combustibles fossiles de payer des impôts là où les taux d'imposition sont bas plutôt que là où les bénéfices sont réellement réalisés. Nombre de ces avantages sont connus dans d'autres contextes. Ce problème ne concerne pas uniquement les entreprises de combustibles fossiles. Toutefois, ces dernières font l'objet d'une surveillance plus stricte de la part du public, mais aussi de la part des autorités de régulation. C'est pourquoi elles bénéficient en particulier d'un plus grand secret. Le secret permet également aux entreprises de combustibles fossiles d'échapper aux politiques d'exclusion des banques. J'y reviendrai plus tard lorsque je parlerai des banques. Ce que nous trouvons dans les données est donc un avantage très tangible pour les entreprises de combustibles fossiles qu'elles tirent des juridictions secrètes. Nous constatons que les prêts accordés par l'intermédiaire d'une juridiction secrète sont assortis d'un taux d'intérêt inférieur en moyenne. Ils paient donc des coûts de financement moins élevés, peut-être parce qu'ils ont échappé aux politiques d'exclusion. Nous ne savons pas exactement pourquoi c'est le cas, mais nous constatons qu'ils en tirent un avantage tangible. Je vous ai montré de nombreux exemples de pays, d'entreprises, etc. Mais pouvons-nous également affirmer qu'il existe un modèle systématique? Y a-t-il une relation systématique entre le secret financier et le financement des combustibles fossiles?
Et nous constatons effectivement qu'il existe une telle relation. Le score de secret va de 0 pour un pays totalement transparent à 100 pour un pays hypothétique totalement opaque. Plus le score est élevé, plus le pays est secret. Sur l'autre axe, vous voyez le montant anormal du financement des combustibles fossiles accordés à un pays. Que entendons-nous par montant anormal? Il s'agit des financements accordés en plus de ceux auxquels on pourrait s'attendre. En général, on s'attend à ce qu'une économie plus importante, par exemple, reçoive plus de financement. On s'attendrait à ce qu'une économie qui utilise beaucoup de combustibles fossiles reçoive plus de financement pour les combustibles fossiles. Si nous contrôlons tous ces facteurs, nous constatons ce montant anormal de financement des combustibles fossiles et nous voyons qu'il est clairement lié au secret d'un pays. Ainsi, si nous effectuons une analyse de régression qui permet d'établir la relation statistique entre ces deux variables, nous constatons que plus le niveau de secret d'un pays est élevé, plus il reçoit de financement pour les combustibles fossiles. Un mécanisme très complexe en effet, tel que nous explique Alison, avec l'utilisation de multiples filiales dans des juridictions opaques où aucune information ne circule, et les banques, les grandes banques internationales peuvent toujours se laver la face en disant « Nous sommes les champions de la défense climatique ». Que nenni, diraient nos ancêtres. Ces banques continuent de profiter des énergies fossiles où certainement il y a une certaine rentabilité. Et du coup, j'ai envie de demander à Alison, quel est le rôle exact finalement que les banques jouent? Comment est-ce que les banques, quelle est la connexion qu'il y a entre banques, juridictions opaques et finalement les multinationales du secteur des énergies fossiles? En général, comme je l'ai dit précédemment, nous supposons que ce sont ces entreprises de combustibles fossiles qui utilisent les juridictions secrètes pour y établir leurs filiales de financement. Cependant, nous constatons que les banques sont complices de cette entreprise à plusieurs égards. Tout d'abord, nous observons que la plupart des politiques d'exclusion des combustibles fossiles des banques ne prennent pas explicitement en compte les structures des filiales. Qu'est-ce que cela signifie? En général, nous savons que les banques n'ont pas de politique d'exclusion très solide. Je pense que c'est bien connu et qu'il y a eu beaucoup de travail à ce sujet. En particulier, nous constatons que de nombreuses banques n'ont que des politiques d'exclusion pour le financement de projets spécifiques. Cela signifie, par exemple, qu'elles ne financeront pas un projet charbonnier spécifique, mais qu'elles financeront l'entreprise en général qui réalise le projet charbonnier en question. Nous montrons que la dimension ici est encore un peu plus grande. En effet, même si elles déclarent ne pas financer une entreprise impliquée dans des projets charbonniers ou dans la production de charbon, ou qui a un certain volume de recettes charbonnières, elle ne parle généralement que de l'entreprise dans son ensemble. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les banques pourraient accorder un financement à une filiale de combustible fossile qui n'est pas directement impliquée dans une activité fossile. Supposons donc que nous ayons une grande entreprise de combustible fossile possédant une filiale qui n'est qu'une société financière. En réalité, leur politique d'exclusion ne précise pas explicitement qu'il est également interdit de financer ces filiales. Mais comme nous l'avons vu précédemment, même si vous donnez de l'argent à une filiale qui n'est pas impliquée dans des activités liées aux combustibles fossiles, cet argent peut être transmis à une autre filiale pour aider une entreprise ayant des activités liées aux combustibles fossiles. Nous constatons également que les banques sous-déclarent massivement leur exposition aux combustibles fossiles par rapport à la base de données banking dont ClimateCao. Le financement par le biais de juridictions secrètes est également une explication à cela. Pourquoi? Parce qu'en ayant ces filiales dans des juridictions secrètes, il est très facile pour les banques de dire que cette filiale n'a rien à voir avec le groupe d'entreprises. Nous avons donc résumé le rôle des banques en disant qu'elles avaient quelque chose ou autre chose. L'idée est donc que pour les banques, il est utile de ne pas trop en savoir sur leurs emprunteurs. En effet, si vous savez qu'il s'agit d'une filiale d'une entreprise de combustible fossile, vous devrez peut-être en tenir compte dans votre rapport sur les expositions aux combustibles fossiles. Vous devrez peut-être l'exclure en raison de vos politiques d'exclusion. Mais le fait de ne pas en savoir trop, ce que permet la juridiction du secret, permet aux banques de maintenir ces normes relativement élevées que certaines banques prétendent avoir, tout en continuant de collaborer avec l'un des partenaires commerciaux les plus rentables. And at the same time not cut ties with one of the most profitable business partners.
Un terme à la mode de ces derniers temps, ce sont les obligations vertes. C'est considéré comme étant le degré d'engagement des institutions financières à la cause climatique. Mais vous nous dites, Alison, que ces obligations vertes, c'est peut-être bien, mais ce n'est ni plus ni moins qu'un masque dans un vaste théâtre d'hypocrisie, finalement, où l'essentiel des ressources pourrait être acheminé vers des projets d'énergie fossile parce que des obligations vertes sont émises par des entreprises, mais personne finalement ne part vérifier que chaque centime a été dépensé pour la construction par exemple de panneaux solaires ou pour la construction d'hydrogène vert. Mais dans tous les cas, tous les projets verts, ou alors l'essentiel des projets verts en Afrique, manquent cruellement de financement. Ou alors ne trouvent des financements qu'à des taux exorbitants. Pourtant, on a l'impression que beaucoup d'argent continue d'arriver dans tout ce qui est énergie fossile. Alors, Alison Schutz, parle-nous de ces obligations vertes, de la vraie verdoyance dans la finance climat, ou alors juste une impression, juste une façon de prétendre, ce qui n'est pas vraiment. Tout d'abord, je voudrais dire que nous n'avons pas examiné en détail les obligations vertes, par exemple, et les instruments de financement vert. Cependant, je sais qu'il existe des travaux sur la finance verte à ce sujet qui montrent également que certains instruments de financement vert spécifiques ont été utilisés pour des activités non vertes. Ceci étant dit, nous identifions un autre problème très important dans notre contexte. Ce n'est pas seulement que les obligations vertes ne sont pas toujours utilisées pour leur objectif initial, mais qu'elles ne sont utilisées qu'uniquement pour les activités vertes, tandis que toutes les autres activités ne bénéficient d'aucun avantage en matière de financement. Permettez-moi de vous donner un exemple. Disons que nous avons une entreprise, par exemple Engie, que nous avons déjà mentionnée. Engie a plusieurs projets verts. Elle émet donc des obligations vertes, une forme de financement qui offre généralement de meilleures conditions. Elle paie donc un taux d'intérêt plus bas, elle paie moins. Les banques souhaitent réellement investir dans ces projets verts parce qu'elles veulent également que cela figure dans leur bilan et elles paient ainsi moins pour tous les produits de financement vert. Toutefois, étant donné qu'elles peuvent utiliser tous les autres financements dont elles disposent pour le financement brun sans en subir les inconvénients, elles peuvent simplement structurer leur financement de manière à n'en tirer que des avantages. Ainsi, toute entreprise encore impliquée dans des activités liées aux combustibles fossiles se contentera d'étiqueter tous les autres financements dont elle dispose et c'est ce que nous constatons dans les données. Dans les données dont nous disposons et qui ne concernent pas les obligations vertes, la plupart des financements sont simplement appelés « financements généraux d'entreprise ». Les banques se contentent donc d'accorder ce financement général aux entreprises. Cela signifie que toutes les banques qui ont des exclusions sur les projets liés au pétrole et au gaz leur accordent ce type de financement. Elles utilisent ce financement général pour les expansions dans le secteur du pétrole et du gaz. Elles n'ont pas à payer plus d'intérêt pour cela parce qu'elles ne précisent pas à quoi ces fonds sont destinés. Ensuite, elles utilisent les obligations vertes, qui sont moins coûteuses pour elles dans le cadre de leurs activités vertes. Vous l'aurez compris, l'opacité financière aujourd'hui est une grave cause de fuite de ressources pour les États qui ne peuvent pas mobiliser assez de ressources pour financer le développement, l'accès des filles à l'école, l'accès à la santé pour tous, l'électrification, la construction de routes, la construction de logements. De centaines de millions d'Africains manquent encore d'un accès à des logements décents. Mais en plus, on réalise que ces juridictions opaques peuvent aussi être le lieu idéal pour nettoyer le financement des énergies fossiles qui viennent rajouter des problèmes supplémentaires, notamment au gouvernement des pays les plus pauvres. Bien sûr que les conséquences sont importantes, y compris dans les pays développés. On a vu l'ouragan Sandy aux États-Unis. On a récemment vu les tempêtes qui ont frappé la ville de Valence en Espagne avec la
faible réaction du gouvernement finalement. On voit des chaleurs et des sécheresses qui se prolongent, mais on voit en Afrique l'incapacité à produire suffisamment de nourriture. On voit des personnes qui abandonnent leurs champs, qui abandonnent leurs maisons sans que personne ne puisse leur apporter une compensation. Alors, avec Francisca Major, nous allons faire un peu le mot de fin avec quelques recommandations. Nous ne disons pas que Tax Justice Network a des solutions, mais Tax Justice Network peut plaider pour quelques actions qui devraient être prises en compte pour pouvoir résorber le problème. Francisca Major. Je pense que tout le monde sait comment fonctionnent ces marchés de capitaux internes. Aucune banque ne peut prétendre ignorer qu'une énorme multinationale du secteur des combustibles fossiles dispose de marchés de capitaux internes. Elles le savent donc. Elles devraient savoir et elles savent que l'argent circulera au sein de cette multinationale. Ce qu'elles font alors, c'est dire « D'accord, nous n'allons pas regarder de trop près, n'est-ce pas? Nous donnons l'argent à une partie et cela semble correct. Cela n'enfreint pas nos politiques d'exclusion, mais elles prétendent que cela s'arrête là. Je pense que c'est un point général. Alison a parlé un peu plus en détail des politiques d'exclusion. C'est dans le rapport si vous voulez le consulter, mais il suffit de dire qu'elles existent et qu'il ne serait pas extrêmement difficile, en théorie, de les appliquer à l'ensemble du groupe d'entreprises, ce qui est possible. Ce n'est pas encore possible en pratique, mais c'est là que nous voyons les pratiques sur papier et les intentions réelles derrière. Je pense que vous avez tous une idée de l'importance de cette question, mais un point très évident est que nous ne connaissons pas l'ampleur réelle du financement des combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas réglementer ou faire campagne autour de ces objectifs de manière appropriée. J'ai l'impression que c'est un peu comme lorsque vous jouez aux fléchettes, mais que quelqu'un continue de déplacer le cercle, n'est-ce pas? Nous ne connaissons pas vraiment le montant des financements. Il est vraiment difficile d'en connaître non seulement l'étendue, mais aussi la localisation. Il s'agit donc d'un point très évident qui a également des implications très profondes sur la manière dont nous menons nos campagnes. Le deuxième point est de montrer que le système financier offshore dans son ensemble et son réseau de secrets amplifient et rendent possible les pires aspects de la crise climatique. Je pense que beaucoup de personnes travaillant dans ce domaine ont un sentiment très intuitif à ce sujet et il existe de nombreux points de données, études spécifiques et exemples concrets du travail qui a été fait pour le prouver. Mais nous voulions aller plus loin et faire une remarque sur le système dans son ensemble. Cela nous indique également que la justice fiscale et économique en général, ainsi que la justice climatique, sont beaucoup plus liées que nous ne l'avions dit jusqu'à présent. En ce qui concerne les recommandations du rapport, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous pouvez vous documenter afin que nous puissions en discuter par la suite. Mais si vous voulez passer d'idées de haut niveau à des idées plus techniques, certaines des propositions que nous discutons dans le rapport sont d'utiliser le processus de la Convention fiscale des Nations Unies, qui se déroule actuellement, pour recentrer la discussion sur la transparence et le secret financier. Nous avons quelques politiques et outils habituels avec lesquels nous travaillons, tels que la propriété effective, la transparence et les rapports pays par pays, l'amélioration des normes pour ces cadres ou leur introduction en premier lieu. Nous faisons campagne depuis longtemps dans ce domaine et, dans ce cas, nous montrons une fois de plus que cette idée venue du Texas, ce mouvement, pourrait également être bénéfique à cette cause. Car si vous pouvez, par exemple, montrer que vous avez une filiale enregistrée quelque part dans une juridiction secrète, mais qu'elle ne fait pas de bénéfices, vous vous rapprochez de la possibilité de gérer l'ensemble du réseau. C'est quelque chose que l'on peut réaliser grâce à de meilleures normes publiques de déclaration pays par pays. Il est évident que nous devons également améliorer les normes de déclaration pour les banques dans le rapport, l'unité d'analyse étant entièrement axée sur la finance, mais l'implication est d'essayer de clarifier ce que le capital facilite et les émissions que le capital rend possible. Il ne s'agit donc pas seulement d'améliorer les politiques d'exclusion des banques, mais aussi de les recadrer. Toute la conversation porte sur les émissions de la troisième catégorie, c'est-à-dire les émissions facilitées par les clients d'une entreprise. Dans ce cas, le client de la banque serait une entreprise de combustible fossile,
de sorte que nous puissions établir un lien direct entre les émissions que la banque a facilitées et ce que l'on appelle les émissions d'investissement. Ce concept fait actuellement l'objet d'un vaste débat. Quoi qu'il en soit, une autre recommandation plus technique consisterait à demander de meilleures données dans ce domaine afin de mieux évaluer les risques climatiques, car si les banques sous-estiment systématiquement leur exposition réelle aux combustibles fossiles, l'ensemble du système d'évaluation des risques climatiques ne tient pas correctement la route. Je pense donc que ces éléments vont du général au spécifique, mais le plus important est de ne pas perdre de vue l'objectif le plus large, qui est l'élimination progressive de tous les investissements dans les combustibles fossiles. Ce type d'outil de réglementation, de transparence et d'établissement de rapports n'est pas un objectif en soi. Ils soutiennent cet objectif. L'objectif est plus grand, mais nous essayons de voir ce que nous pouvons faire en termes de transparence pour y contribuer. But we're trying to see what we can do in terms of transparency to help that. Merci à nos expertes Francisca Major et Alison Schutz. Je rappelle que le rapport est disponible gratuitement sur le site de Tax Justice Network et vous pouvez le télécharger, le lire et le partager autant que vous le voulez, mais aussi surtout l'utiliser dans le cadre de vos plaidoyers ou dans le cadre des politiques nationales de lutte contre le financement des énergies fossiles. Je rappelle aussi quelques recommandations à l'issue de ce rapport. C'est continuer de négocier des règles de transparence dans le cadre des Nations Unies. Vous le savez, il y a actuellement le processus visant à établir la coopération fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. Tax Justice contribue longtemps avec son indice d'opacité financière, avec son plaidoyer pour qu'on ait plus d'échanges d'informations, mais aussi qu'on ait plus d'informations disponibles. Nous devons aussi être capables, en tant qu'organisation, de continuer de démasquer les pollueurs grâce à la transparence complète de la propriété effective. Oui, la propriété effective, c'est pas seulement pour ceux qui payent des impôts, mais c'est aussi pour tenir les responsables des dégâts environnementaux. Parce qu'on ne peut pas avoir une économie où les profits sont pour les uns et toutes les conséquences négatives doivent être assumées par les États. Nous devons aussi continuer d'exiger que soit amélioré le reporting public pays par pays. Ben oui, vous devez pouvoir reporter l'ensemble des chiffres que vous avez réalisés dans chaque pays, mais aussi peut-être le niveau de dégâts économiques que vous y avez réalisé afin de pouvoir honorer à vos engagements environnementaux. Il est aussi important de continuer d'améliorer les normes, les standards de reporting pour les banques. Pas seulement venir donner quelques informations financières, mais aussi demander aux banques de donner leur niveau d'exposition à des risques environnementaux et puis inciter les superviseurs financiers à exiger des meilleures données pour évaluer les risques climatiques. Ce ne sont que là quelques recommandations du rapport. Je rappelle que vous pouvez le lire gratuitement, le partager, l'utiliser. Il est sur la plateforme Tax Justice Network. Je rappelle aussi qu'il a été rédigé par nos deux expertes, Alison Schutz de l'équipe de recherche, mais aussi Francisca Major qui est dans l'équipe de recherche et dans l'équipe du plaidoyer. Voilà pour votre 65e épisode de votre podcast Impôts et Justice Sociale, produit par Tax Justice Network, que j'ai l'honneur de pouvoir servir. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur notre page des podcasts, podcast avec s.taxjustice.net. Vous pouvez aussi aller sur l'ensemble des applications de podcast, notamment Stitcher, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et une demi-douzaine d'autres applications de podcast. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter ou X pour ceux qui aiment la modernité,
Hashtag Impôt Social, notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale, notre site YouTube, www.impôt et justice sociale. Et pour ceux qui veulent m'écrire directement, idriss@taxjustice.net. Je rappelle que les doublages ont été réalisés grâce au recours à l'intelligence artificielle pour vous transmettre les connaissances qui originellement étaient diffusées en anglais. Nous reviendrons la prochaine fois avec un autre podcast. Certainement, nous partagerons avec vous les conséquences sur les droits de l'homme de l'incapacité des États à mobiliser suffisamment de ressources à cause des juridictions opaques, mais aussi de l'obligation que les États ont à mobiliser le peu de ressources à leur disposition pour apporter des réponses à des conséquences climatiques qu'elles n'ont pas toujours causées, pour ce qui est le cas de l'Afrique. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.